La réponse va être aussi simple. Je l'ai rencontré parce que mon papa, qui était un féru de Pyrénées, d'abord à titre scientifique et ensuite à titre amoureux, je dirais, possédait dans sa bibliothèque un ouvrage de Ramon de Carbonnière. Et quiconque va plus ou moins dans les Pyrénées, au moins dans les Pyrénées centrales, tombe toujours sur une rue Ramon de Carbonnière. Mais d'après ce que j'ai compris, il a fait des études de droit, d'avocat, du côté de Strasbourg. Et ensuite, les hasards de la vie ont fait qu'il est devenu le secrétaire particulier d'un homme local que nous connaissons, qui est le cardinal de Rohan. Voilà. Et le cardinal de Rohan s'est fait prendre les doigts dans le pot de confiture de l'affaire du collier, et donc a fui Paris et a été se réfugier à Barèges dans les Hautes-Pyrénées, parce qu'à Barèges, il y avait un établissement thermal, et il a fait croire qu'il allait prendre les eaux. Et donc Ramon de Carbonnière l'accompagnait, lui n'avait absolument pas besoin de prendre les eaux, et donc il a trouvé le paysage assez magnifique, et il s'est mis donc à parcourir les Pyrénées centrales de long en large. Et dans ces parcours, il a découvert un certain nombre de choses. D'abord, ce qu'on appelle la tectonique des plaques, ce qui fait il n'a pas vraiment expliqué, parce que d'autres le savaient avant lui, mais il a répandu l'idée selon laquelle, si l'on trouvait des coquillages au niveau de la brèche de Roland, c'était parce que l'Espagne avait poussé au niveau de Biarritz, et que les rochers qu'on trouve à Biarritz étaient montés jusqu'à 2700 mètres ou 400 mètres d'altitude, et c'est pour ça qu'on en trouvait là-bas. Et donc Ramon de Carbonnière, en tant que scientifique, parce qu'il avait un certificat d'herboriste et de géologue, je crois aussi, il faisait des communications à l'Académie des sciences, et une de ces communications ont été recueillies par écrit et ont sorti un certain nombre de volumes et des sons, et c'est donc grâce à ces volumes-là, qui étaient dans la bibliothèque de mon papa, que j'ai connu Ramon de Carbonnière. Ma réponse est un peu longue. Mon papa m'a fait découvrir un endroit qui est exactement dans ce périmètre, qui s'appelait à l'époque le Pas de l'Ours. Le Pas de l'Ours, c'est très simple, c'est dans une vallée adjacente à la vallée d'Excoubous, qui elle-même est adjacente à la vallée de Barèges. Il y a, au bout d'une heure et demie de marche, sur un tout petit sentier, un endroit accroché sur un flanc de montagne et juste à côté d'une petite sorte de ravin, mais qui est quand même assez prononcé. Il y a sur le sol, il y avait une dalle en granit sur laquelle on voyait très nettement l'empreinte du sabot d'un berger et l'empreinte de la patte d'un ours. Et cette affaire-là m'a aussi enchanté au moins autant que m'ont enchanté les dessins. Et à partir de ce moment-là, tous les ans, on revenait au Pas de l'Ours. Bien. Et puis la montagne s'est arrêtée, j'ai grandi, je ne suis plus du tout allé à la montagne. Et un jour, je me suis vraiment décidé à y aller. J'y étais, et là, je n'ai plus jamais retrouvé le rocher, la dalle sur laquelle était inscrite le Pas de l'Ours. Et en m'intéressant auprès des gens que j'avais connus à l'époque, le masseur, le cordonnier, un hôtelier, le patron d'un bistrot, personne n'avait jamais entendu parler du Pas de l'Ours. Et donc je me suis dit que j'avais inventé cette histoire. Il se trouve qu'un jour, redescendant de cette excursion du Pas de l'Ours, dans la vallée d'Escoubous, j'ai senti un appel, comme quelquefois quand on a l'impression que quelqu'un vous observe à la dérobée, quelqu'un ou un animal. Et là, je me suis un peu plus intéressé à ce qui était en train de se passer, et j'ai vu, il n'y avait rien. Il y avait simplement un rocher pyramidal qui était sur une prairie, à 2 mètres du chemin, du sentier sur lequel j'étais. Et là, dans ma mémoire m'a remis au réel la trace du rocher qui avait été dessiné par Ramon et que j'avais vu quand j'étais enfant et que j'avais perdu parce que ça ne m'intéressait plus. Et tout d'un coup, le voilà dans la nature qui réapparaît à moi. Et donc j'ai compris que quelque chose de plus intéressant finalement que la recherche du Pas de l'Ours disparu
allait me fournir l'occasion d'un vrai travail. Donc, mon parcours d'artiste a été de faire des études artistiques, de m'en sortir, de m'en tirer plutôt bien. Mais au moment où je suis sorti, mes parents sont décédés, donc je me suis trouvé dans l'obligation de travailler et très vite. Il fallait absolument que j'ai une profession. Donc j'ai passé un concours qui a fait que j'étais nommé chef décorateur pour ce qui s'appelait à l'époque l'ORTF, FR3, où je suis resté 10 ans, en faisant des travaux très intéressants, surtout. J'ai appris des tas de savoir-faire cinématographiques, photographiques, de dessin, d'architecture, et tout ça, j'ai pu le mettre en scène. Mais j'avais quand même, derrière moi, quand même une voix intérieure qui me disait que mon devenir n'était pas là. Et puis, comme ça se passe aujourd'hui dans beaucoup de situations, il y a eu de gros changements au sein de l'ORTF, les sociétés sont nées, la 1, la 2, la 3, etc. Et donc j'ai connu une période de chômage. Et je me suis mis à peindre des choses un peu bizarres, qui étaient plutôt des choses critiques. Et à l'époque, il y avait un mode d'expression qui était la figuration narrative et la figuration critique. Et je me suis emparé de ça, et j'ai commencé à peindre avec un grand souci de ce qu'on appelle le métier, sur les poncifs de l'art. Et en faire une série de 25 peintures. Ça a duré 4 ou 5 ans. La première série de 12 était exposée à l'entrepôt d'Aîné à l'époque où la semaine Sigma avait été très florissante et très écoutée. Et j'ai eu une notoriété, une reconnaissance, disons, qui m'a permis d'avoir accès à des musées, à des centres d'art. Mon travail a été demandé. Et puis cette série s'étant achevée, j'ai eu envie de faire autre chose. Et là, je me suis mis à faire ce que Reynaud appelait des psycho-objets. C'est-à-dire des glissements sémantiques sur l'image des mots. Là, c'est une période qui a duré 3 ou 4 ans. Mais j'avais toujours l'impression d'être dans une réponse à des faits qui étaient extérieurs et que ce n'était pas quelque chose que je portais en moi et que je pouvais dire. Et donc pendant un assez long moment, j'ai cessé toute apparition. Je dirais même toute intention d'apparition publique, ou d'apparition simplement. C'est un peu ce que Jean-Yves Jouanet appelle les artistes sans œuvre. Et tout d'un coup, quand je me suis trouvé face à ce rocher, dans cet après-midi de retour un peu harassé, parce que fatigant, faire 8 heures de marche en retour, tout d'un coup on voit ça. Et là on se sent quand même pris de quelque chose d'intérieur, d'une richesse, d'un truc. On se dit, là je ne vais répondre à aucune commande extérieure, je vais prendre la commande auprès de mon propre désir. C'est une phrase que j'aime beaucoup qui est de Roland Barthes, à propos de ce qu'il disait à ses étudiants. Prenez la commande auprès de votre propre désir. La montagne, ce qui m'intéresse, c'est ce champ exploratoire qui est absolument infini. On peut passer 10 fois sur le même sentier, à chaque fois, enfin, ou au moins qu'on s'en lasse, et à ce moment-là, on rentre chez soi. Mais je veux dire qu'à chaque fois, on est passionné par ce qu'il y a de nouveau dans ce qu'on croyait immuable. Bon, c'est ça qui est intéressant. Et donc cette trajectoire, moi, m'intéresse. Et c'est pour ça que j'appelle ça une recherche. D'abord parce que je ne connais pas les outils que je vais utiliser. Les outils, je parle de mon regard. Et je parle des outils techniques. Est-ce que je vais peindre? Est-ce que je vais dessiner? Est-ce que je vais photographier? Je ne sais pas tout ça. Je sais ce que je voudrais faire. Et là, en l'occurrence, Ramon a dessiné 3 rochers. Donc, ayant trouvé le premier, je me suis dit, ça serait quand même élégant que je mette la main sur les 2 autres. Mais c'est un territoire de plusieurs hectares, qui est quand même très pentu, très accidenté. C'est pas rien, il faut y aller. Bon. Et voilà, et ma trajectoire, d'abord, on cherche, j'aime pas beaucoup l'image, mais c'est l'aiguille dans la motte de foin. Chercher un rocher en particulier dans un chaos qui en comporte des millions, on ne sait pas par où il faut passer, on le prend par devant, on le prend par derrière. Et en disant ça,
il faut bien imaginer aussi que Ramon, quand il a dessiné, il s'est peut-être mis d'un côté, où je suis passé des tas de fois de l'autre sans reconnaître la face avant, alors que j'étais toujours sur la face arrière. Donc chaque fois que j'entamais une trajectoire, je la prenais par là, puis je revenais, puis je m'arrêtais, je repartais. Et évidemment, ça m'intéresse beaucoup, ça m'intéressait beaucoup. À la fois cette sécurité, la sécurité de savoir ce qu'on cherche, mais en même temps le trouble qui peut naître du fait qu'on ne va pas le trouver et de ne pas savoir dans quelles conditions on va le trouver. Et tout ça, en rendre compte avec mes outils, avec ma pensée, avec une typologie d'écriture. J'aime beaucoup écrire. Là aussi, quand on écrit, on invente évidemment ce qu'on est en train d'écrire. Et puis les outils, quelle typologie de dessin? Un dessin comme celui de Ramon, un dessin beaucoup plus lâché qui n'a plus rien à voir, quelque chose de métaphorique, une grande précision photoréaliste. Le parcours que j'ai eu en tant qu'artiste, entre guillemets, m'a permis de maîtriser, et je suis modeste, beaucoup de médiums. Quand il est décédé, on a trouvé un livre qui s'appelle « Comment j'ai écrit certains de mes livres » et qui explique sa procédure de travail. Et il se trouve que pour un des rochers, et c'est là que ce que vous me demandez de dire est très ambigu, parce que je ne comptais vraiment pas, d'une part, je ne comptais pas le révéler post-mortem, enfin, le révéler, donc, que ce soit révélé, mais je comptais le révéler avec un certain retard. Et là, je suis convoqué à devoir révéler. Il se trouve qu'un des rochers, un des 3 rochers sur lesquels j'ai travaillé, je n'ai pas mis la main dessus. Mais j'ai tellement travaillé que je me suis approprié son existence. Au demeurant, il est assez possible, bien que je n'ai pas pu faire le repérage en hélicoptère que j'avais décidé, c'est tombé à un mauvais moment, enfin bon, qui m'aurait permis quand même d'examiner la situation avec beaucoup plus de maîtrise. Ce rocher, il est possible qu'il ait été explosé par l'EDF lorsqu'ils ont construit des barrages et des galeries souterraines. Donc il est possible qu'il n'existe plus du tout. Et donc ce rocher, je l'ai reconstitué. Je l'ai reconstitué, je l'ai amené là où il aurait dû être, je l'ai photographié, d'où l'utilisation d'une image stéréoscopique pour accréditer la thèse, parce que c'est quand même difficile. On peut truquer une image, mais truquer une image stéréo, c'est quand même pas facile. Donc j'ai monté mon rocher sur place, je l'ai photographié, j'ai descendu, et puis j'ai écrit un livre pour révéler la manière dont ce rocher avait été réalisé. Et c'est ce livre que nous trouvons c'est ce livre qui vous a permis, Claire Jacquet, à intituler l'exposition « Comment j'ai trouvé certains de mes rochers » à l'initiative de Roussel, « Comment j'ai écrit certains de mes livres ». Voilà. Et j'ai produit un ouvrage qui raconte sur une quarantaine ou une cinquantaine de pages quand même ma découverte du rocher.